certains d'autres, ça n'a pas de sens. Parce que par exemple, je sais pas moi, si tu prends. C'est Sartre et Simone de Beauvoir qui critiquaient Kant parce qu'ils disaient en gros que l'histoire de la pureté, c'est un peu débile parce que si jamais t'es en. Par exemple, à l'époque des nazis, parce que c'était en pleine Seconde Guerre mondiale, par exemple, le mensonge, tu peux pas universaliser le mensonge. Tu peux pas dire que le mensonge, tu voudrais que tout le monde soit. Que le mensonge soit quelque chose de normal et accepté et totalement moral, tu vois. Ouais. Parce que si tout le monde mentait, ça serait le bordel. Mais en même temps, si, dans 1984, en même temps, le mensonge, même si tu veux pas qu'il soit, même si tu souhaites pas qu'il soit universalisable, il peut être en même temps totalement moral dans certaines situations. Si par exemple, je sais pas, t'imagines, t'es en Seconde Guerre mondiale, t'as des juifs cachés dans ton placard et t'as les nazis qui tapent et qui disent est-ce que vous cachez des juifs, si tu leur dis non, là le mensonge il devient moral. Alors qu'il n'est pas universalisable d'une façon historique et dans toutes les situations. En fait, le problème du mensonge, c'est qu'il n'est pas moral pour tous les camps en fait. Il va être pas moral parce que tu parles, ok, tu caches des juifs, mais du coup, t'es pas moral pour les nazis. Oui, non, mais c'est ça le problème. C'est pour ça que la pureté qu'a Kant dans son rapport à la moralité, il est un peu complexe parce que ouais, sur certaines situations, c'est vrai, mais sur d'autres, c'est complètement, c'est pas réel en fait. Et puis après, la question est de savoir, est-ce que la moralité, qu'est-ce que la moralité, tu vois, chacun la moralité, c'est quand même, sans dire que c'est relatif, parce que je suis pas non plus à relativiser tout, ça reste quand même une construction sociale. Je veux dire, il y a les Grecs, ils avaient légalisé la pédophilie, non pas parce qu'ils kiffaient la pédophilie, juste parce que dans leur conception, il fallait qu'il y ait un parrain sexuel qui initie l'enfant à 7 ans à la sexualité. Si on faisait ça aujourd'hui, ça serait pire que de la pédophilie, tu vois, mais à leur époque c'était moral quoi. À 7 ans ? Ouais, c'était à 7 ans. Chez les Grecs, je veux pas dire de bêtises. Mais j'avais lu un texte d'un philosophe sceptique qui s'appelle Sextus Empiricus, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais, Sextus Empiricus. Ouais, et en fait, il analysait ça en fait. Alors, lui, c'est un sceptique, donc lui, il remettait tout en cause. Ouais. Mais en gros, il disait ça, il parlait de ça et de la prostitution. Donc, je sais plus quelle. En gros, que la prostitution, dans certaines cultures antiques et tout, c'était bien vu, tu vois, ou du moins moral en fait. Et donc lui, il remettait en question en fait cette idée d'un peu droit de l'homme universel. Bon, à cette époque-là, on n'était pas encore au droit de l'homme, mais cette question universelle, comme quoi n'importe quel être sur Terre aurait un peu les mêmes règles morales qui devraient être mondialisées, quoi. Et je pense que ça, c'est. Ouais, mais du coup, le problème, c'est que dès que tu mondialises des principes, tu te prives de toute la spécificité que tu peux avoir à chaque endroit. Donc, tu perds de la diversité. Bien sûr. Bon, après, est-ce que c'est bien de garder de la pédophilie pour la diversité ? Je sais pas. Non, mais la question, non, par contre, ne pas être dans le jugement en direct et l'ethnocentrisme en disant ça c'est bien, ça c'est mal, ça se réfléchit, tu vois. Après, sans parler de pédophilie, parce que c'est un sujet compliqué, mais et que j'ai pas particulièrement envie de défendre, mais si tu peux rien que parler de principe de la monogamie, tu vois. Parce qu'en gros, qu'on le veuille ou non, nos sociétés elles sont judéo-chrétiennes, on est basé un peu sur une culture religieuse qui avait en plus comme une espèce de mission principale de se mondialiser, d'aller convaincre, tu vois, avec tous les missionnaires, d'aller coloniser, bien sûr. D'aller coloniser et imposer leur religion. Et en gros, on a fait de la monogamie une espèce de dogme. Ouais, de dogme, tu vois. Et le problème, c'est que maintenant, on oppose toujours monogamie à la polygamie un petit peu qui peut avoir dans certains délires un peu extrêmes de l'islam ou quoi, avec une espèce un peu de mec qui décide et tout, tu vois. Parce que là, en gros, maintenant, on est contre la polygamie parce que on est contre l'idée que c'est un homme qui a plusieurs femmes, tu vois. Mais on pourrait juste réfléchir à la polygamie en tant que telle, tu vois. Genre, bon, s'il y avait une femme qui a plusieurs mecs, ça me dérangerait pas. Putain, mais en fait, c'est rouge. Ouais. Je sais pas pourquoi, en fait, j'ai regardé le feu d'après. Ouais. Voilà. Et j'ai anticipé les feux. Ouais. Ça arrive. La polyandrie. Est-ce que la mamie elle traverse alors que c'est rouge? C'est les bêtes que je t'écrase. C'est vrai que je me rends compte maintenant que la ville c'est beaucoup plus simple à pied et à vélo. Ouais, non mais c'est clair, moi je peux plus la voiture. En plus c'est trop chiant pour te garer et tout. Parce que même moi qui est un mec plutôt détendu, la voiture ça me. En fait je m'énerve en fait, je me rends compte que je deviens assez con quand je suis en voiture. Je deviens assez un mec, tu vois. Mais ça, je me demande, c'est pas parce que t'es conditionné, moi aussi. Hein, ma mère, elle criait beaucoup en voiture, ça m'énervait. Tu vois, ça, direct, il y a du conflit. C'est comme la voiture, je trouve ça met en tension complet. En ville surtout, parce que quand t'es en campagne, par contre, la voiture, moi, tu sais, sur les grands espaces et tout, la voiture, ça a tendance, avec un peu de musique et tout, et une vitesse assez linéaire, ça a tendance, je trouve, à poser un peu. Mais en ville, putain.
Ah ouais, non, mais c'est bon. Ça met la pression. Mais tout en ville, de toute façon. Et puis en plus, surtout, si tu essaies un minimum d'être respectueux des piétons, des vélos et tout. Puis moi, vu que je circule en vélo, j'essaye de pas mal anticiper le comportement des cyclistes et tout pour leur faciliter leur conduite et tout. Bah en fait, tu te rends compte que c'est un peu compliqué. Et je trouve ça, d'un côté, que c'est bien d'être à la fois piéton, à la fois cycliste, et conducteur de voiture, parce que au moins, tu es un peu à la place de tout le monde. Et quand je suis en voiture, j'arrive bien à anticiper ce que font les vélos. Et quand je suis en vélo, ça me permet de bien anticiper ce que font les voitures, tu vois. Et concernant la polygamie et la polyandrie, genre, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, je suis arrivé à la conclusion actuelle. Enfin, j'étais parti, ok, le polyamour c'est cool, et après je me suis dit, ok, peut-être que l'exclusivité c'est pas mal parce que finalement ça te libère l'esprit pour travailler sur autre chose, pour dédier à une seule personne une énergie particulière, tu vois, dans le but, effectivement, pas de se reproduire forcément, mais de créer un projet commun, tu vois. Et toi, t'en penses quoi? Je sais que t'étais pas contre l'idée, genre que non, mais en fait, de partager en fait, le truc, avec le polyamour, je pense que c'est un des derniers verrous, tu sais, quand tu essaies de remettre tout en question les normes dans ton quotidien et tout, le polyamour, c'est un peu un des derniers tabous, parce que c'est comment dire, ça n'engage pas que toi. Ouais. Tu vois, parce que il y a plein de choses quand tu veux remettre, je sais pas avoir de boulot, pas avoir de truc, à un moment donné ça engage que ta personne en fait. Quand tu veux vivre dans une forme de précarité, ou tu veux remettre une certaine question, je sais pas, par exemple tu veux être un peu un mec qui remet tout en question, bah, au pire tu vas te couper de certains de tes amis, tu vas te couper par rapport à ton comportement à toi. Mais le polyamour, le problème c'est que c'est à ton rapport à l'autre. Et le truc c'est que être un peu en mode libre, c'est-à-dire avoir plusieurs copines et tout sans s'attacher, ça je pense que c'est assez simple à mettre en place. Ouais. Par contre, du moment que tu es quand même amoureux de quelqu'un et que tu as des sentiments pour quelqu'un, mais que tu as quand même ce sentiment, cette question du polyamour et sur cette capacité, parce que je pense vraiment qu'on peut séparer, en fait on peut aimer plusieurs fois, en fait je suis vraiment capable, ça c'est vraiment le sentiment de l'amour, je pense que vraiment ça se multiplie, tu vois, ça se partage pas du tout. Et je pense qu'on peut être attiré par diverses personnes et tout, et ça remet pas du tout en question l'attachement qu'on a à la première personne. Mais je pense que c'est quand même compliqué parce qu'il y a toujours ce rapport à l'autre. Et en fait, dans le rapport à l'autre, dans le rapport qu'on veut pas faire souffrir l'autre parce qu'on l'aime, en fait, on a toujours un espèce de bride, tu vois, qui nous maintient un peu. Et je pense que lui, c'est un peu le frein qui fait que le polyamour, c'est même si tu le vis bien et que tu es heureux avec ça, tu as toujours un espèce de moment où le poids de la société est tellement fort. Tu vois, sur les questions de normes, de couple et tout, du regard des autres et tout, qu'à un moment donné, je pense que être polyamoureux aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment un des trucs les plus compliqués à faire quand tu veux vraiment être libre sur tous les sujets. Et ça veut dire que ton blocage, c'est le regard de la société? Ben, je pense qu'à un moment. Non, en fait, t'as deux trucs. En fait, c'est le regard sur ta copine à cause du regard de la société. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement cette question du respect. On arrive là ou pas? Ouais. Vas-y, coupe le motard, on est bientôt en pic de pollution. Tu vois, le respect, en fait, on va monter juste chez moi là, pour aller chercher. Attends, par contre, c'est bizarre de pas avoir de clé. Alors là, il faut qu'on prenne la boîte à outils. Comment dire, c'est super intéressant comme discussion. Je sais pas comment on ferme. La boîte à outils, faut pas que j'oublie. Et qu'est-ce qu'on avait? Je sais plus ce qu'on avait. Non, je pense en fait que le regard c'est pas vraiment le regard des autres qui est un frein en soi, parce que c'est plus ton rapport que tu as à ta copine et le faire de la faire souffrir, du fait qu'elle puisse accepter la situation plus pour te faire plaisir que ce qu'elle veut vraiment, tu vois. Mais ça c'est un peu le problème du couple en fait, de façon générale, c'est que le problème du couple, tu sais jamais si l'autre fait ce qu'elle veut parce qu'elle en a envie ou elle le fait parce qu'elle te fait plaisir. Ok. Pour moi, le couple, c'est pas, c'est un compromis en fait. C'est pas tant une question d'amour en fait. Oui. Non, bien sûr, c'est pas une question d'amour, mais c'est quand même plus ouais, parce qu'en fait, il vient nettoyer les poubelles. Ok, d'accord. C'est qu'une question de. De toute façon, la compromis, c'est la base en fait. C'est-à-dire, si t'es pas prêt à faire des compromis, et ça, je suis tout à fait d'accord à l'entendre qu'on soit pas prêt à faire des compromis, je pense qu'il faut pas être prêt tout court à être en couple en fait. Ouais, mais moi, je pense que dans l'absolu, le couple, ça marche pas. Hein. Ça, je sais pas. Je dis dans l'absolu parce que tu vois, je pense que tu peux justement, on pourrait être libre et pas s'attacher en fait. Le problème c'est que on n'arrive pas à mettre de nuance entre amour et attachement, tu vois. Si t'as pas d'attachement, tu pourrais aimer n'importe quoi. Ah non, mais ça, tu pourrais être libre, etc. Ça par contre c'est la base et ça je pense que ça vient qu'avec une certaine expérience de l'amour. Ouais. Je pense que j'aurais été incapable de tenir ce discours ou de le dire à 17 ans, tu vois. Même si j'ai 26 ans, j'ai pas non plus je pense loin d'être arrivé à ma maturité sentimentale. Ouais. Mais je pense que cette capacité de séparer l'amour
de la possession, c'est vraiment un travail, parce que déjà rien que dans, il y a le langage, je ne veux pas faire l'accord en disant que le langage ça structure tout, et tu dis tu dis ma copine, tu dis tu vois c'est mon couple, et je pense que dans ça, depuis qu'on est gamin en fait, on a simplement cette espèce de sentiment de possession, et la jalousie elle naît de là aussi, tu vois, elle naît de, parce que l'autre, être jaloux c'est partir quand même du principe que l'autre t'appartient, tu vois. Alors après il y a d'autres gens qui disent que la jalousie ça part aussi du fait que t'as pas confiance en toi, et qu'en fait il y a une forme de, tu vois, de peur de pas être à la hauteur de l'autre. Mais je pense quand même que quand t'arrives il y a la peur aussi de se retrouver seul. Ouais, mais je pense quand même que quand t'arrives à séparer amour et possession, mais t'es quand même beaucoup plus libre en fait avec la question de la jalousie. Parce qu'en fait, tu peux à un moment donné, tu peux supporter que l'autre flirte avec quelqu'un ou même juste, et en fait, si tu te fais pas de mal avec ça, je pense même que l'autre il aura moins tendance à le faire aussi, tu vois. Parce que je pense qu'il y a moins cette espèce de peut-être sentiment d'étouffement, tu vois. Bien sûr. Mais c'est pour ça je suis pas sûr que l'exclusivité ça soit forcément de la possession, tu vois. Je pense que tu peux trouver justement un compromis, parce que finalement, qu'est-ce que tu vas faire avec d'autres personnes si ce n'est exactement la même chose que tu fais avec ta meuf, tu vois. Oui. Finalement, tu vas juste essayer de dédoubler. En fait, pour moi, le problème de la non-exclusivité, c'est que tu as une énergie de base que tu vas essayer que tu vas devoir partager, tu vois. Alors, si la personne, elle peut pas recevoir toute l'énergie que tu as, ok, tu vois, ok pour du polyamour. Par contre, si la personne commence à aller voir ailleurs, alors que toi-même, t'as pas donné ce que tu voulais donner, ce que tu pouvais donner, alors tu vois, il y a peut-être une nuance. Et dans ce cas-là, on va essayer de multiplier les sources et les personnes à qui tu vas donner, tu vois. Alors que tu pourrais te concentrer sur une personne, essayer d'harmoniser, tu vois. Alors que si tu vas multiplier les rencontres, qu'est-ce que tu vas construire, qu'est-ce que tu vas développer, est-ce que tu vas pas rester toujours sur la surface, tu vois. Mais parce que là, je pense que là, c'est la stricte différence entre une forme entre ce qu'on pourrait appeler la tromperie classique et le fait d'aller voir ailleurs et tout, et le polyamour. On est quand même sur deux choses différentes, parce que je pense que je trouve que vraiment dans la tromperie classique, qui est juste d'avoir des amants ou des maîtresses ou quoi, il y a une forme, c'est hyper égoïste. Tu vas plus chercher quelque chose chez l'autre, tu vois. Tandis que dans le polyamour, il y a la question en fait juste de l'espèce de l'expérience diversifiée. Tu vois, c'est totalement différent, tu n'engages pas les mêmes choses, tu vois, et la polyamour n'engage aussi pas automatiquement la sexualité. C'est vrai. Tandis que dans le fait d'être genre les amants et tout, dans l'imaginaire qu'on en a, ils se retrouvent juste pour baiser, tu vois, où ils vont dans un hôtel, c'est pour ça que je te parle d'énergie. Il y a quelque chose de très dans ce que notre société avec le dogme de la monogamie a conduit à l'infidélité qu'on connaît. Il y a quelque chose de très consommation, tu vois. Tu vas consommer l'autre en fait, et c'est le principe de Tinder ou de tous les sites de rencontres d'infidélité, tu vois. C'est en gros tu sais, c'est ma demande, je veux un mec truc, une femme mariée, je veux un truc et tout, et le site s'arrange pour que la relation puisse être consommée, tu vois, sans que les autres sachent. C'est quand même très différent du polyamour. Le polyamour, à mon avis, il ne peut être bien vécu que s'il est, c'est en ça que on en revient à la discussion de début, c'est qu'il ne peut être bien vécu que s'il est totalement accepté de tous les partis. Et en fait, j'ai malheureusement l'impression que le polyamour, dans beaucoup de situations, il est un petit peu subi par l'un des deux partenaires, tu vois. Et ça, et à mon avis, c'est la limite. Et moi, je pense que moi, je comprends pas l'intérêt d'imposer le polyamour, tu vois. Parce que je trouve qu'à un moment donné, c'est vraiment hyper égoïste comme comportement. Dans ce cas-là, t'as qu'à quitter la personne. Mais en même temps, c'est hyper compliqué de quitter la personne. Parce que si tu quittes la personne, c'est pas ce que tu voulais en fait. Parce que ce que tu voulais, c'était pas d'avoir quelqu'un d'autre, c'était avoir elle et vivre autre chose. Ok. Et pour moi, c'était ça. Et ça, c'est vraiment hyper complexe. Je trouve pas mon badge de garage. Putain, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Mais c'est pour ça que, dans l'absolu, moi, je pense pas que le couple, tu vois, ça doive durer. En fait, je crois que le couple, il est construit autour de l'idée de sécurité, certes, mais avant tout de procréation, tu vois. Et à partir du moment où tu sépares la procréation du couple, à partir du moment où tu peux faire des enfants qui soient élevés par la société, t'as plus besoin de t'attacher comme tu t'attaches, parce que finalement le truc c'est que quand tu élèves un enfant, tu te dis ok, bah avec cette personne il faut que je construise quelque chose de durable, même si c'est 5 ans, 6 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Même si tu gardes pas tes enfants jusqu'à 30 ans, tu vois. Mais je sais pas, pour moi, en fait le problème c'est que le couple il est lié à l'enfant. Après, si tu avais des enfants avec n'importe qui, enfin pas avec n'importe qui, mais si t'étais... Enfin bref, En fait, ça, c'est le problème, c'est que quand tu vas construire un projet commun, et que l'autre, bah, à un moment, va changer de mentalité, enfin, c'est ça qui te pousse à l'attachement, selon moi, tu vois. Oui, je comprends. Qui te demande la fidélité. Après, tu vois, c'est pour ça que je te dis... C'est-à-dire que t'aimes plus, dans ton idée, le couple fait qu'à un moment donné, tu te mets... Ce qui te sauve ton couple, c'est le fait d'un moment donné de plus aimer ta copine, mais d'aimer le fait qu'elle soit la mère de tes enfants. Non, pas du tout. C'est ce qui compte pour moi dans le couple, c'est que tu construis quelque chose, un environnement, que ce soit une. Les choses aussi, ça vient
vient aussi d'une tendance qu'on a, tu vois, qui est que, mais ça vient aussi de la représentation qu'on a du couple un peu parfait, tu vois. Le couple parfait depuis que t'es gamin, ce qu'on te vend, c'est un couple qui est dans une espèce de symbiose totale, tu vois. Mais une symbiose totale amoureuse, tu vois. Et je pense en fait qu'un couple qui fonctionne aussi, c'est un couple qui arrive à être dans une, sans parler de symbiose, qui arrive aussi à être en même temps des amants, mais en même temps des amis, tu vois. Je pense, et en sortant de l'exclusivité aussi, tu vois. Alors quand tu dis à la fois des amants et des amis, justement, quelle est la différence entre peut-être l'autre personne dans ton couple, ta copine, et un plan cul en fait? Parce qu'un plan cul, c'est aussi ton ami, tu vois. Oui, mais je sais pas. En fait, je sais pas parce que j'ai envie de dire avec ta copine, tu vas avoir un espèce, sans parler de possession, tu vas quand même avoir un sentiment de un peu de protection ou de bienveillance, voilà, très exacerbé, tu vois, dans le sens que tu vas avoir envie que la personne, tu vas pas supporter le fait d'être heureux alors qu'elle l'est pas, par exemple, tu vois, ça c'est compliqué. Mais j'ai envie de dire quand t'es vraiment aussi très ami avec quelqu'un, avec ton meilleur pote, ou bah t'as aussi ce sentiment-là en fait. Moi j'arrive pas à vivre l'amitié de façon aussi, je sais pas, pour moi quand j'ai des potes, mais j'ai des vrais amis, et les vrais amis, bah au fond t'as cette espèce de sentiment aussi, tu vois, que t'as envie qu'ils soient bien, t'es malheureux quand tes potes sont pas bien et t'as envie de trouver les clés pour les rendre. Mais même pas avec tes potes, hein, en fait, hein, n'importe qui. Oui, mais c'est vrai qu'avec tes amis, si tu les vois de façon quotidienne et tout, le malheur des autres quand tu le vois pas, c'est plus simple à gérer que celui de tes amis ou celui de ta copine que tu vois régulièrement. C'est en ça. Non, mais genre quand tu te promènes dans la rue, que tu discutes avec un SDF. Ah ouais, mais carrément. Pour moi, c'est un peu la même idée dans ce cas-là, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas mon idée spécialement. J'ai regardé une conférence qui s'appelait l'illusion du risque en amour, où effectivement, finalement, t'aimes tout. L'amour, il est partout. L'amour, t'as envie que tout le monde aille bien. Finalement, tu vois, mais pas que ta copine, pas que tes amis. Alors que ce que tu vas construire avec ta copine, c'est un compromis pour construire quelque chose dans un objectif. Bah, en fait, le truc aussi, c'est que je trouve que moi, il y a un côté dans le couple, et aussi pareil avec les amis, il y a un côté de rassurant. C'est-à-dire, moi, quand j'étais ado et tout, j'étais vachement malheureux du fait que j'avais l'impression que le monde allait pas bien, mais que j'avais l'incapacité d'agir sur lui de façon globale, tu vois. Et en fait, au final, le couple, les amis, ou même des assos comme les Léphades, ou même faire du potager en permaculture ou quoi, il y a cette sensation aussi d'agir de façon concrète, tu vois. Et au final, avoir un couple, avoir des enfants heureux, créer une famille, avoir des potes qui vont bien, avoir une petite asso qui tourne et tout, ben c'est aussi donner un espèce de sens concret au fait à cette espèce de violence que tu as de voir le malheur autour de toi, tu vois. Parce que dans le couple, au moins, tu peux rendre quelqu'un heureux, tu peux, même si c'est pas toi l'unique raison, mais tu peux parfaire à son équilibre, tu peux parfaire à l'équilibre d'enfant et créer des citoyens éclairés. Surtout vous échangez en fait. Bah oui, et je pense qu'il y a aussi, tu vois, et je me rappelle quand j'étais à l'époque, je faisais de la socio et tout, en plus ça te mélange le cerveau, ces histoires de complexité du monde, que tu as l'impression que tu n'arrives pas à agir et tout. Mais il y a la question de comment on appelle ça, tu sais, quand t'arrives pas, j'avais lu des trucs sur le soufisme et tout musulman, et dans le soufisme musulman, il y a tout un truc sur le fait qui est de dire que changer le monde, tu vois, c'est déjà s'améliorer soi-même. Avant tout en fait. C'est-à-dire que quand t'arrives pas à t'améliorer toi-même, quand t'arrives pas à faire la paix avec toi-même, qu'est-ce que tu veux essayer de faire la paix avec le monde entier? Même c'est quantique. Ouais, et au final, je pense que ça c'est pareil un peu avec l'amour, c'est-à-dire qu'une fois que t'es bien avec toi, parce qu'en fait la plupart des couples disent on a des problèmes de couple, mais en fait ça m'a toujours fait rire, il n'y a pas de problème de couple en fait, c'est des problèmes individuels qui ressurgissent sur le couple, parce que des problèmes de couple ça n'existe pas, le couple c'est une entité qui a pas vraiment, tu vois, c'est plutôt le problème du couple c'est que tu n'arrives pas à trouver le bon compromis, non? Voilà, et pour satisfaire et pour régler, pour apaiser des problèmes individuels. Effectivement. Et c'est souvent pour ça les gens ils disent ouais il faut faire des thérapies de couple et tout, non il faut surtout en fait réfléchir à toi-même, parce que souvent quand un couple va pas c'est à cause de l'un en fait, et t'as aussi et après t'as aussi beaucoup de couples qui vont pas et qui sont pas capables de se l'assumer, parce qu'en fait il y a une espèce de poids social qui fait qu'ils sont soit en couple depuis longtemps, ou le regard des autres, ou les habitudes des autres, ou des obligations matérielles, et en fait assumer à tes parents ou assumer à tes amis, ou même quand par exemple tu partages le même groupe d'amis quand ça fait longtemps que tu es ensemble et tout, à un moment donné se séparer c'est aussi faire le deuil de cette vie là en fait, et peut-être que dans cette vie là il y a juste ton couple qui va pas, tu vois, mais ton couple au sens que toi t'es pas bien dans ton couple, c'est pas ton couple qui va pas, et le problème c'est accepter de sacrifier toute la vie sociale qui va autour avec, et je pense que moi j'ai beaucoup de potes autour de moi qui sont malheureux dans leur histoire, mais au final ils se satisfont de cette espèce de, c'est la politique du moins pire, tu vois. Voilà, mais bon, le moins pire ça reste toujours le pire en fait. C'est vrai. Ça me faisait exactement rire au second tour des élections présidentielles là, entre Macron et Le Pen, t'avais toujours des gens qui disaient non mais de toute façon faut voter Macron, tu vois, parce que c'est moins pire, tu vois. Mais je disais mais en fait moi j'ai pas un bulletin de vote pour le moins pire, tu vois, parce que le pire c'est toujours le pire, tu vois. Moi j'ai un bulletin de vote pour quand je veux voter pour quelque chose, je veux être d'accord en fait, et ça c'est un peu pareil, mais je crois que c'est parce que aussi on est dans une espèce,
c'est un peu la société où on est là-dedans, c'est qu'on est dans un espèce de confort matériel. La société nous a mis dans un espèce de confort matériel. Mais même de confort à tous les niveaux, parce que là, et même émotionnel, c'est ça que tu cherches dans le couple, c'est un confort émotionnel. Je pense qu'on a peur de prendre des risques en fait. Et c'est pareil quand les gens ne veulent pas changer leur vie ou ne participent pas au genre à des révolutions et tout, on se dit putain mais les gens ils se bougent pas leur cul. Oui, parce qu'ils sont pas assez heureux. Mais parce qu'en fait, c'est la grande magie du capitalisme moderne, c'est que le capitalisme moderne il a réussi à nous rendre par le prêt, par les trucs et tout, un peu esclaves, tu vois, de notre propre mode quotidien. Et qu'en fait on se dit en fait au final, putain je vais prendre le risque de perdre ma baraque, je vais prendre le risque de perdre ma voiture et tout. C'est pas assez pire pour que. Ben, c'est ça en fait. Mais c'est pire quand même. Et voilà. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est la grande force de la précarité. Putain, j'ai perdu mon trousse. Ah, non, si, Moi, je te parlais d'énergie tout à l'heure parce que j'ai vu une petite conférence où le mec expliquait que l'amour c'était potentiellement l'envie de donner, tu vois. Et en fait, le problème, selon moi, du polyamour, c'est que il se peut qu'à un moment, tu aies envie de donner, parce que le désir, il arrive pas forcément quand tu le prévois, et à ce moment-là, peut-être que cette personne, elle est avec une autre personne qu'elle aime, tu vois. Ouais. Et cette envie, cette puissance, cet appétit d'aimer, de donner de l'amour, eh bien, tu peux pas le satisfaire. Et c'est ça qui crée de la frustration. Alors que si tu travailles, entre guillemets, pour te satisfaire de la personne, est-ce que tu penses, est-ce que déjà c'est possible, selon toi, de se satisfaire complètement d'une personne? C'est-à-dire qu'une seule personne retrouve toutes tes attentes, mais sociales ou en couple? Non, juste en couple. Ah oui, non, je ne dis pas on vient en autarcie. En fait, j'ai envie de te dire tu vois que c'est un peu triste, mais je sais pas si. Je pense que ça dépend de ta capacité. Est-ce que il faut partir du postulat que tu as réfléchi à vraiment ce que tu avais besoin? Parce que je pense aussi que dans le couple, on est toujours aussi à la recherche d'une espèce de truc qui n'existe pas. Tu vois, une espèce de la relation parfaite qui n'existe pas. Alors ça c'est quand tu cherches chez la personne quelque chose que t'as pas toi. Mais si par exemple tu t'auto-suffis. C'est quoi qu'il fallait venir chercher ici? Il nous avait dit du scotch, mais en fait T'en as pas? Bah on ira je sais pas, il y a peut-être un magasin de bricolage. On va aller à Intermarché. En fait, non, Intermarché il n'y en aura pas je pense. Tu sais les gros trucs de chantier là? Ouais, mais je pense qu'il y en aura un Inter quand même. Tu sais, les grands. Putain, je pensais que j'en avais. Tu vois, tout ça c'est pour les femmes. J'ai des étagères comme ça. Quand je vais la refiler. Ça c'est ma remorque à vélo, tu l'as vu? C'est des élèves de lycée. Mais il faut trop un truc comme ça. Et en gros, j'ai le système de boule derrière la selle et tout. Elle est hyper bien. C'est des élèves de classe pro, SECPA et tout qui l'ont fait. Ok. Elle est vraiment hyper cool. Ouais, pour les femmes, on a ça. On a plein de trucs. On a des chaises. Mais je pensais que j'avais du scotch, putain. J'étais persuadé d'en avoir. Mais là, je suis en plein déménagement. Même collection. Ouais, là, il y a de la connerie. Putain, il faut que je te donne. Moi, j'ai vidé mon frigo. Je suis dégoûté, j'ai peur. Bon, on va discuter ça. Donc déjà, j'ai le pistolet pour refaire les joints. J'ai un peu d'enduit de rebouchage. J'ai la boîte à outils. Ah oui, ouais, mais putain, ma papa, on a aussi. Donc c'est bon. Ouais, tu vois, dans ce que je te dis, c'est que si tu t'auto-suffis, si tu peux t'apporter même, ne serait-ce que, si tu t'aimes suffisamment pour ne pas chercher l'amour chez quelqu'un d'autre, alors pour moi le couple il sert uniquement un peu, si tu veux, à sublimer l'amour que tu te portes, à le donner spécifiquement à une personne sous une forme particulière, tu vois. Mais effectivement, dans ce cas-là, pourquoi le donner à une seule personne? Pourquoi pas du polyamour? C'est vrai. Ouais, non, mais. Sauf si tu as décidé de construire quelque chose. En fait, tu fais une alliance de créatifs sur un domaine particulier, que ce soit même pas forcément en fait les enfants. Tu vois, tu peux avoir un projet commun et dire ok, dans ce cas-là, on est presque obligé de vivre ensemble. En fait, c'est à partir du moment où tu veux passer beaucoup de temps avec une personne, en fait. Non, mais le truc, c'est que tu vois, avant de rencontrer Marielle, je pense que j'aurais pu. En fait, j'avais jamais rencontré une fille en fait qui me laissait autant
C'est-à-dire qu'on arrive à être autant fort, c'est-à-dire que je kiffe autant cette espèce de relation qu'on peut avoir à deux et ce qu'on peut vivre à deux, et qu'elle me laisse autant et qu'elle aussi, elle vit ces trucs de son côté. Et je pense que moi j'ai réussi à trouver cet équilibre par le fait que j'arrive à vivre intensément le moment à deux, tu vois, vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une routine du moment à deux. Et même si j'ai pas peur de la routine, parce que la routine, il y a une forme de quelque chose d'agréable aussi, tu vois, d'avoir des habitudes. Mais en même temps, de vivre chacun intensément des trucs de notre côté, tu vois. C'est pas un ensemble. Et ça, je pense que c'est vachement important aussi, parce que je pense qu'il y a aussi... Le problème, c'est que je sais pas si c'est le couple le problème en soi, parce que malheureusement, le poids social est tellement fort et que je pense que c'est pas demain qu'il sera facile de pouvoir vivre. Je pense que maintenant vivre précaire, de façon précaire sociale, c'est-à-dire abandonner un bon boulot pour vivre, de faire de la poterie et tout, je pense qu'on a réussi, la société a réussi à passer ce cap. Par contre, en fait, la précarité matérielle et économique, la société, a accepté cette évolution-là. Mais je pense que la précarité sentimentale, tu vois, l'espèce de fait de dire, on accepte que les gens puissent avoir un mode, ben, ça reste toujours quelque chose de très marginal. Et le problème, c'est qu'en plus, chaque fois qu'il y a des gens qui ont un mode de vie un peu différent, plutôt que on est toujours dans la caricature. Tu vois, c'est comme quand on était petit, moi, quand j'allais dans mon petit village, j'avais jamais vu de gars homosexuel. Le seul imaginaire de gars que j'avais homosexuel, c'était genre Vincent Magloum ou Manmort. Le seul truc que la société m'envoyait, c'était des espèces d'extrêmes, tu vois. Alors qu'en fait, après, j'ai grandi, j'ai rencontré des gars homosexuels qui étaient mais absolument pas dans cette façon. Et je pense que c'est pareil avec ça. C'est-à-dire là, pour l'instant, les seuls mecs qu'on nous montre un peu libres dans leur amour et tout, mais en fait, en gros, c'est les libertins, tu vois, ou c'est le Cap d'Agde sur la plage, tu vois. Et on nous montre pas des gens qui sont épanouis. Alors après, si tu cherches et tout sur internet, il y a plein d'articles et tout. Rue 89 par exemple, j'avais lu pas mal d'articles sur le mais il parlait quand même de cette espèce de sentiment d'être un peu marginalisé, quoi. Tu vois. Très clairement. Et je crois que ce changement de paradigme vraiment sur la question des sentiments, et ben, je pense que c'est pas encore demain, parce que je me rends compte que j'ai plein de potes autour de moi qui sont hyper ouverts sur toutes les questions d'économie sociale et tout, et qui sont vraiment capables dans une espèce d'approche, tu vois, vraiment de polythéisme des valeurs, d'être capables de remettre en question, d'accepter la diversité, de remettre en cause un certain ordre économique, un certain ordre, mais putain, la question du couple et l'ordre moral et l'ordre sentimental, ben, les mecs ils sont hyper, je dirais presque qu'ils sont un peu rétrogrades, tu vois. J'ai des potes hyper ouverts, hyper vraiment, mais je veux dire des mecs qui ont des idées hyper intéressantes et novatrices, mais par exemple ils vont être capables de tenir un discours qui est de dire que tu vois, ils ont envie de se marier pour que leur copine porte leur nom, tu vois. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a un côté la famille autour d'un nom unifié, tu vois. Mais est-ce que je peux le comprendre aussi, tu vois? J'ai du mal, mais effectivement, sans porter de jugement. Voilà, si tu veux vraiment être dans le plus des valeurs, il faut aussi accepter ça, tu vois. Et je préfère des gens qui soient un peu fermés sur cette question-là et ouverts sur toutes les questions, au moins on va dire économiques, ou même tu vois d'agriculture, de trucs et tout, tu vois. Et ça, il y a des priorités en fait. Voilà, je pense que vraiment la question du relativisme, même pas du relativisme, juste de l'acceptation de la différence au niveau des sentiments et tout, et qu'il est possible de vivre l'amour différemment, je pense que ça sera la dernière grande révolution, tu vois. Je me demande si la dernière grande révolution de la société, elle sera pas sentimentale. Parce qu'en 68, il y avait eu l'exposition de tout ça, tu vois, il y a eu tu vois la libération du corps de la femme, la libération des trucs et tout. Mais au final, je me demande si on a vraiment avancé, tu vois. J'ai l'impression qu'on n'a pas du tout avancé, quoi. Je pense que par rapport à ce qui était avant 68, si, au niveau du sexe, mais au niveau effectivement émotionnel, au niveau du couple, pas forcément, c'est bon. C'est un peu un gardien, quoi. On est revenu le cœur. Des fois, j'aimerais ne jamais m'être posé ces questions de polyamour, d'exclusivité, de machin. C'est une question de croyance, tu vois, je crois. Des fois, j'ai l'impression d'être stable dans mes croyances. Enfin, je le suis parce que j'aspire personnellement, et de par mon expérience, certes courte, mais non négligeable néanmoins, je suis attiré plutôt par l'exclusivité. Même, en fait, à chaque fois qu'on parle de polyamour, tu vois, il y a comme un... Je me sens divisé, en fait. Il y a une part de moi qui entend les personnes qui en parlent, et qui se disent, putain, quel lâcher prise, quelle confiance, quel machin, quel... Enfin, tu vois, j'ai l'impression que ces personnes, comme
Benjamin, tu vois, ou plein d'autres en fait, ont compris des choses que moi j'ai pas comprises. Mais en même temps, d'aussi loin que je me souvienne, ben, moi j'ai toujours imaginé le couple comme exclusif. Et si j'ai essayé la non-exclusivité, en conclusion, je dirais pas que ça a été une expérience très positive. Alors oui, j'ai appris des choses. Oui, en soi, j'ai obtenu des plaisirs éphémères. Mais au final, ça m'a fait perdre non. J'allais dire c'est ça qui m'a fait perdre la focalisation amoureuse. Mais je pense que c'est parce que j'avais pas cette focalisation amoureuse que j'en suis arrivé là, tu vois. Donc a posteriori, en fait c'est parce que d'une part je ne l'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi d'entrer dans ce type de relation. Je l'ai accepté, je dirais par amour. Mais je l'ai pas vraiment accepté. J'ai utilisé des mécanismes compensatoires, mais je l'ai pas accepté. Et je me demande, aujourd'hui, j'ai pas envie de revivre ça, tu vois. Et finalement, quand on en parle, quand on parle de polyamour, il y a une part de moi qui se dit soit, effectivement, j'ai pas compris quelque chose, ou la personne qui me parle, elle n'a pas compris quelque chose. Ou alors, on a simplement une accumulation de croyances tellement différentes que ce qui est vrai pour l'un est faux pour l'autre. En fait, je sais pas ce qui me dérange. En fait, ce qui me dérange, c'est d'être partagé, peut-être d'être jaloux de cette mentalité. Parce que je me sens un peu prisonnier de cette condition, tu vois. De me dire, ok, bah, la prochaine fois que je me mets en couple, que je suis dans une relation sérieuse, eh bien, une des conditions en amont, je sais pas comment dire, une des préconditions pour rentrer dans ce type de relation, ça sera l'exclusivité. Et du coup, je sais que je m'empêche sans doute de vivre des choses. Et en même temps, cette idée d'exclusivité, j'ai l'impression qu'elle libère en fait. Elle libère du temps, elle libère de la réflexion. Et surtout, et c'est ça le plus important, la réflexion qu'elle libère, eh bien, cette réflexion, elle peut être amenée, elle peut être redirigée vers la focalisation amoureuse. En fait, je sais pas pourquoi on a besoin d'aller chercher chez plein de personnes différentes choses. Effectivement, une personne ne peut pas t'apporter tout. Mais c'est aussi pour ça que t'as des amis, et c'est aussi pour ça que tu fréquentes plein d'autres personnes, sans entrer dans le cadre amoureux. Et pour vraiment l'exclusivité, au niveau sexuel, bah, c'est lié pour moi. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est parce que c'est ça, peut-être que c'est mes croyances qui arrivent pas à distinguer les deux.
Mais en même temps, c'est pas un problème de confiance en fait. C'est pas un problème de confiance en soi, tu vois. Enfin, ça peut être un problème de confiance en soi dans les deux, d'accepter l'exclusivité ou de la refuser. L'argument de si t'as confiance en toi, alors il n'y a pas de problème pour que ta meuf, eh ben, elle aille voir à droite à gauche. Puisque, bon, toi aussi tu peux le faire, parce que finalement, tu sais que t'en es capable, parce que tu le fais, parce que tu compenses. Mais, à l'opposé, le fait de refuser l'exclusivité, je le vois aussi comme un problème de confiance en soi dans la mesure où on n'est pas capable, on se considère pas comme capable de se développer suffisamment pour satisfaire complètement l'autre. Pourtant, pour peu que tu sois adaptable, pour peu que tu aies de l'imagination, des idées, pour peu que tu sois créatif, que tu aies cette focalisation amoureuse qui te donne envie de travailler vers une personne dans des domaines particuliers, émotionnels et sexuels, eh bien, alors pourquoi vouloir multiplier? Ça divise en fait. Ça scinde en deux. Peut-être que certaines personnes sont faites pour plusieurs personnes, et peut-être que certaines autres personnes sont faites pour une seule personne. Alors ça veut pas dire la même personne toute la vie, tu vois. Je pense que... Enfin, c'est pas que je pense, mais... Il vaut mieux se dire, ok, le jour où j'arrive plus à trouver suffisamment dans la personne avec laquelle je suis, eh bien... et que j'ai fait les efforts, que cette personne a fait les efforts, ce qui est déjà énorme, ce qui est pas souvent le cas. Si on a fait les efforts et qu'on n'y arrive plus, alors là, ok, on change, ok, tu vois, on est dans l'amour, mais sans l'attachement. Enfin, on a l'attachement, mais une fois qu'on n'a plus la personne, on n'a plus. Tu vois, je dis posséder. Tu vois, c'est cette histoire de possession qui est un peu gênante, en fait. Et une fois qu'on n'a plus la personne, eh bien, voilà, on passe à autre chose. Mais tant qu'on est avec la personne, là j'ai dit on est, et pas on a la personne. Tant qu'on est avec la personne, je vois pas pourquoi j'irais prendre une partie de cette énergie amoureuse, cette énergie sexuelle, cette énergie émotionnelle pour la donner à d'autres, alors que a priori, tel que je le conçois, quand t'es amoureux d'une personne, vraiment amoureux, tu tombes pas amoureux d'une autre personne. Quand t'es satisfait sexuellement d'une personne, tu vas pas voir d'autres personnes pour compenser, pour compléter. Peut-être que je suis trop jeune. Peut-être que j'ai pas envie de me poser ces questions. Peut-être que ce type de challenge m'intéresse pas. Il y a des gens plus sur l'émotionnel, des gens plus sur l'intellectuel, il y a plein de... Voilà. Moi j'ai envie de travailler avec une personne, travailler même le couple, travailler le sexe, travailler tout. Mais peut-être que ça revient à cette histoire, tu vois, effectivement de possession, comme le dit Jean-Jacques Rousseau, à partir du moment où tu investis du temps dans quelque chose, tu as envie de le posséder. Moi je dis pas posséder, je dis pas s'attacher, je dis simplement, quand tu mets du temps dans une personne, c'est que tu l'aimes, et si tu l'aimes, tu as envie de continuer à lui consacrer du temps. Si t'arrives pas à satisfaire d'une personne, c'est que tu l'aimes pas complètement. C'est parce que je sais pas en fait. C'est bien je parle avec des gens qui aient des avis à ce point différents et de façon neutre, puisque on sera jamais en couple, lui et moi, tu vois. Alors que quand c'est
ta copine qui te parle de non-exclusivité, ou que toi tu lui parles de polyamour, bah je crois qu'il y a... Si t'es pas vraiment sur la même longueur d'onde, ça crée forcément des soucis. Ça crée forcément des tensions. Et si t'aimes quelqu'un, t'as pas envie de lui susciter ces tensions. Je crois que le polyamour, la non-exclusivité, c'est beaucoup de blabla, de torsion d'esprit. Pourquoi en fait? Il y a plein d'autres manières de s'épanouir. Et même il y a une immense manière de s'épanouir avec une personne au niveau émotionnel et relationnel. Il suffit d'avoir la volonté de le faire. Il suffit d'avoir du temps, de la créativité, des idées, simplement de fournir l'effort, de faire le travail, de rechercher comment améliorer, comment éviter de tomber dans que de l'habitude, comment éviter de se lasser, tu vois. Ce qui me rassure, c'est que d'habitude, quand on parle de ce genre de... Quand je parle de ça, ou même quand moi-même je me fais cette discussion dans la tête, et ben ça me trouble très longtemps. Et là, finalement, je crois que je suis assez stable dans ma manière de penser. Je suis content qu'il y ait des gens différents, je suis content qu'il y ait des gens qui expérimentent ça. Mais peut-être que c'est trop tôt pour moi, ou pour les gens comme moi. Peut-être que je suis pas fait pour... Peut-être que je suis pas fait pour ça et que je devrais pas me challenger si j'ai pas envie de me challenger là-dessus. On n'est pas toujours obligé de sortir de sa zone de confort. En fait, la zone de confort, elle va dans toutes les directions. C'est pas parce que tu choisis de sortir du confort de l'exclusivité que finalement... Enfin, je veux dire, tu peux sortir de la zone de confort pour l'exclusivité, mais tu peux aussi sortir de ta zone de confort sur plein d'autres choses. Tu peux pas tout faire de toute façon. Alors voilà, faut choisir. Si t'es bien avec une personne, enfin si moi, je suis bien avec une personne, eh ben j'ai pas envie de la tromper, tu vois, je suis pas avec quelqu'un. Et pourtant, j'ai pas envie de la tromper, tu vois. J'ai pas envie de me disperser. Alors que finalement, y a rien qui m'engage. Je suis même pas attaché. Mais... Si, je suis un peu attaché, mais... En fait, ça me semble naturel. Alors bon. Voilà. On est tous différents.